Bonjour à tous, je suis Nathalie Laplace d'Interlude Santé. Bienvenue dans les Interludes du mardi. Nous accueillons aujourd'hui Rodolphe Loctin, avocat et coach en prise de parole en public. Il va nous expliquer la glossophobie et nous délivrer tout un ensemble de bons conseils pour gérer ses émotions lors de la prise de parole et maîtriser justement cette prise de parole face à un large auditoire ou un auditoire difficile. Bonne écoute. La glossophobie, c'est la peur de prendre la parole en public. Il est extrêmement répandu. Plus de 80% des chefs d'entreprise ou des cadres interrogés déclarent qu'ils ont peur de prendre la parole devant leurs équipes. En France, c'est un mal qui est extrêmement répandu. Et il y a une raison à ça. Et la raison, elle tient au parcours scolaire, au parcours éducatif que nous avons si vous avez fait vos études en France. Eh bien, si vous avez fait vos études en France, vous avez le même parcours scolaire que moi, c'est-à-dire que la prise de parole en public, c'est je dois apprendre par cœur un texte, qui a priori n'a pas forcément de sens ou en tous les cas ne me donne pas très envie, une poésie généralement, donc c'est plutôt rébarbatif, je dois apprendre par cœur. Donc le cerveau déjà, il enregistre une démarche qui n'est pas plaisante. Et puis ensuite, je dois venir la restituer devant une classe. Et c'est un peu le walk of shame. Je me lève, je vais sur l'estrade, je récite ma poésie. La plupart du temps, je la sais pas forcément bien. La classe est moyennement bienveillante, un peu moqueuse. Le professeur me renvoie à me rasseoir. C'est pas su, tu reviendras la semaine prochaine. Bon, bref, c'est une séquence d'humiliation publique. Et en fait, depuis que nous sommes petits, eh bien, nous avons notre cerveau à identifier. Prendre la parole devant les autres égale souffrance. N'est pas égal plaisir. Et notre cerveau, il est merveilleux, il est magnifique, et je parle à des praticiens de santé, donc je sais que vous êtes attentifs à ce sujet. Notre cerveau, il est merveilleux, mais il peut nous jouer des tours. Il veut nous protéger. Son objectif, c'est de nous emmener le plus loin possible, le plus longtemps possible, pour que nous nous répliquions. Et il va nous éviter, à chaque fois qu'il le peut, il va nous éviter de répliquer une souffrance. Et si petit, nous avons identifié que prendre la parole devant les autres, c'est une souffrance, eh bien, chaque fois qu'adulte, nous allons devoir le refaire, il va nous envoyer les stimuli de la peur. Parce que la peur, vous le savez, quand elle se déclenche face à un stimuli extérieur dans le cerveau, elle diffuse immédiatement dans le corps une chimie, des hormones, qui sont censées vous faire avoir une réaction très simple. Devant un danger, qu'est-ce que l'humain fait? Et c'est pour ça qu'il est toujours en haut de la chaîne du vivant aujourd'hui, enfin en haut, je le dis avec beaucoup d'ironie, c'est qu'en fait, quand vous avez peur, le réflexe, c'est la fuite. Donc, votre cerveau vous envoie de la chimie pour que vous fuyiez. Et c'est pour ça que vous avez tous ces symptômes physiques, si vous les ressentez, quand vous devez prendre la parole, qui sont le souffle court, le cœur qui se met à battre la chamade. Tout irrépressiblement vous donne envie juste d'être ailleurs que devant les gens à qui vous devez adresser votre message. Et pourtant, vous devez adresser votre message parce qu'il est important. Donc voilà, moi, ça m'a semblé important de comprendre ce qui se passait au niveau du cerveau et qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon cerveau pour lui dire « Ok, j'ai compris ton message, mon chéri, mais ça va. Je suis pas devant une meute de lions affamés, je suis devant un public humain qui a pris son petit déjeuner, qui va pas me manger. » Voilà, c'est juste... Ça m'a semblé intéressant de porter son attention sur comment je me parle au moment où je vais devoir prendre la parole. À l'inverse, si vous contemplez un public d'Américains, les Américains, nous sommes à peu près tous d'accord pour dire qu'ils sont hyper à l'aise à l'oral. Barack Obama, il est hyper sexy sur scène. Les Américains, en négociation commerciale, ils sont super à l'aise. Bah oui, c'est normal, parce que eux, à l'inverse, depuis qu'ils sont tout petits, on les encourage à prendre la parole autour d'un jeu qui s'appelle le show and tell. C'est tu apportes un objet de ta maison à l'école et tu nous en parles devant tes copains. Voilà. J'ai apporté la pipe de mon grand-père, regardez, elle est comme ça, et mon grand-père, il la fume devant le feu de cheminée le week-end quand on va le voir le dimanche. Ah, c'est super, Brian, ce que tu racontes, c'est tellement bien. La prochaine fois, tiens, essaye de nous parler un peu plus de ton grand-père, mais qu'est-ce que c'était bien. Et tout le monde applaudit, et le gars, forcément, 5, 6 ans, il a un ego qui est comme ça, une confiance en lui qui est comme ça. C'est super de prendre la parole. Et c'est amusant. Et c'est amusant.
Voilà. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que dans mes formations, en tous les cas, je fais beaucoup passer par le jeu J-E-U, pour arriver au jeu J-E, mais en passant par le jeu, parce qu'en France, on est trop dans le cérébral, l'intellectuel, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit intelligent, mais on oublie quand même beaucoup le plaisir et de s'amuser quand on prend la parole et de jouer aussi avec notre auditoire. Voilà mon parcours, voilà comment j'en suis arrivé là. Et depuis 5 ans que j'ai monté cette entité annexe de mon métier d'avocat, eh bien, j'ai déjà formé à peu près plus de 700 à 800 personnes. Et c'est un bonheur inégalé parce que c'est vraiment là aujourd'hui où je prends mon plaisir, c'est de transmettre ça et de voir des transformations en quelques mois, de voir des transformations. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai été un peu long, mais il me semblait important de passer par ces 2 anecdotes pour vous dire comment j'en suis arrivé là. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment, parce que je pense qu'on peut comme ça jouer avec vos questions, et je pense qu'en répondant à l'une de vos questions, ça éclairera l'ensemble des auditeurs. Je vais en profiter pour en poser une, Rodolphe, le temps que chacun puisse éventuellement poser des questions dans le chat. On n'est pas tous égaux face à cette glossophobie, j'allais dire, on l'a peut-être plus ou moins. Donc, on n'est peut-être pas tous pareils si on a la peur de la prise de parole en public. Comment t'appréhendes ces personnes, en fait? Par quoi on commence quand tu vois quelqu'un qui devient tout rouge quand il commence à parler? Ça, on l'a à peu près tous vécu au moins une fois, je pense. Comment tu démarres? Alors, tu as raison, Nathalie, de dire que les leviers motivationnels de gens qui viennent prendre une formation à la prise de parole ne sont pas les mêmes. Il y a des glossophobes, des phobiques, mais ça, c'est quand même assez rare, en fait. La phobie, elle est assez rare parce que c'est vraiment le marqueur extrême. Et là, c'est une paralysie. Et en règle générale, il y a cette gêne, il y a cet inconfort. Et en fait, moi, ça, déjà, c'est pas OK. Quand un chef d'entreprise me dit qu'il est tétanisé à l'idée de prendre la parole en septembre pour la réunion de lancement de son équipe, je me dis c'est dommage. C'est juste dommage que humainement on ait peur de se parler. Même juste un inconfort. Ça devrait pour moi être du plaisir. Chouette, c'est mon moment. Chouette, j'ai une prise de parole à faire. Chouette, je vais pouvoir transmettre mon idée. Je vais pouvoir faire passer mon message. C'est juste ça déjà, s'interroger à chaque fois que, je sais pas, vous avez des mariages, vous avez des événements. Si vous devez prendre la parole devant un public, quel qu'il soit, interrogez-vous. Est-ce que j'ai peur ou est-ce que j'ai envie? Est-ce que je suis excité? Les Américains, ils disent I'm excited. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est comment on va me juger, comment on va me trouver. Je vais être ridicule. Non, j'ose pas. En fait, déjà, voilà, juste ça, moi, ça m'embête. Et c'est des gens qui viennent me voir en disant j'en ai marre de pas oser, en fait. J'en ai marre de laisser la parole aux autres. Parce que si vous regardez la parole, symboliquement, la parole, elle est créatrice. Elle est créatrice de pouvoir. Vous voyez dans les réunions commerciales, dans les réunions d'équipe entre vous, il y a ceux qui prennent la parole, ils créent leur place, ils créent leur place et ils prennent leur pouvoir. Et puis, il y a ceux qui n'osent pas, par timidité, par élégance, par tout ce que vous voulez. Et en définitive, ils laissent passer leur tour. Et alors ceux-là, on leur coupe la parole. Et c'est souvent les femmes, et je le dis parce que je coach beaucoup de femmes, c'est souvent les femmes qui me font ce retour de me dire « mais en comex, en codir, j'en ai ras le cul que un tel me coupe la parole, je commence moi à élaborer, et il finit les phrases à ma place. Ou il me coupe la parole, purement et simplement. » Voilà, donc ça c'est un phénomène, je ne sais pas si vous le vivez, mais ça c'est assez insupportable. Et c'est là où on voit que quand même la parole, il y a un enjeu de pouvoir. C'est un peu une guerre. Dans les comités de direction, c'est un peu une guerre. C'est à celui qui va prendre la parole pour occuper l'espace. Et puis, vous avez ceux qui n'osent pas tout simplement prendre la parole et qui, en sortant de la réunion, se disent « Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé dire ça. » Ou « Ah, mais oui, c'est ça que j'aurais dû dire quand il a dit ça. » Bon. Et ça, c'est juste quelle autorisation je me donne d'improviser, quel sens de la répartie j'ai, comment je travaille en fait. Parce que la prise de parole, il faut bien comprendre une chose, c'est comme le vélo. Le vélo, vous l'avez pas appris en un week-end, a priori, sauf si vous êtes des génies. Bon, la prise de parole, c'est pareil. La parole, c'est un entraînement. Il s'agit de s'entraîner, de fluidifier
le mouvement, de fluidifier le chemin entre votre bibliothèque intérieure, qui est tout ce que vous avez emmagasiné comme connaissances, comme ressentis, comme anecdotes, expériences de vie, que vous avez à partager comme idée. Et puis, eh bien, le cerveau et la bouche. Comment je fluidifie, voilà, comment je fluidifie cet axe-là pour que, eh bien, la parole, elle vienne naturellement. Ça, c'est le premier chemin. Et l'autre chemin, c'est le chemin qui est horizontal. Comment je vais fluidifier le passage entre l'hémisphère gauche du cerveau, qui est la rationalisation, la conceptualisation. Ça, on est très musclé, généralement, dans nos sphères professionnelles, on est très musclé du cerveau gauche. Hein. On conçoit, on planifie, on raisonne. Très bien. Mais le cerveau droit, c'est la créativité, c'est la spontanéité. Celui-là, c'est un peu le parent pauvre. Alors, quand je forme des gens du milieu de l'art, eux, ils ont un cerveau droit qui est très, 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 très dynamisé, sollicité. Mais nous, dans nos métiers, en tous les cas, je parle du mien, ce cerveau droit, l'objectif, c'est de le stimuler pour qu'il vienne nourrir le cerveau gauche, justement, de créativité, d'inspiration, d'improvisation. Voilà, donc ce sont deux mouvements, un mouvement vertical et un mouvement horizontal qui sont, à mon sens, à pratiquer. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous entraîner simplement des réunions entre amis, 5, 6 à table, eh bien, ben voilà, vous y allez, vous prenez la parole, vous élaborez, vous voyez comment ça réagit. Ensuite, faire des petits discours. Et puis, dans l'entreprise, quand vous avez une idée à défendre, voilà, ne pas hésiter à y aller. Donc, les leviers motivationnels, c'est cela. Et puis, j'ai beaucoup de gens qui me disent, je n'arrive pas à engager mon équipe, j'arrive pas à embarquer. J'ai pas peur de prendre la parole, je suis plutôt structuré. Ça, c'est plus les profils ingénieurs qui sont assez carrés. J'ai bien préparé mon sujet, je sais ce que j'ai à dire, mais j'arrive pas à embarquer. Les gens ne me suivent pas. Voilà. Je sors de là avec une sensation humainement, une frustration. Voilà. Donc ça, c'est un autre profil. Ils n'ont pas peur, mais en revanche, ils n'arrivent pas à mettre suffisamment d'humain et d'émotion pour embarquer leur auditoire. Voilà. Oui, il y a des profils qui sont différents. In fine, le sujet, c'est comment, en prenant la parole, comment je prends ma juste part de pouvoir et comment je prends ma juste place, en fait, dans le monde en général, mais dans le monde professionnel en particulier. Ai-je répondu à ta question? Oui, merci Rodolphe, tu as répondu à ma question. Alors, on a justement une question dans le chat. Très bavarde de nature et de profession, orthophoniste. J'ai souvent une sensation d'inachevé. Je crois que j'ai beaucoup de mal à être synthétique. Un petit conseil, Rodolphe. Oui, ça c'est alors ce qui est très chouette, c'est de se rendre compte qu'en fait il y a des grands archétypes comme ça de personnalité et que le vôtre, Sandra, c'est effectivement vous êtes volubile, vous êtes d'une nature, j'imagine, assez solaire. Vous aimez bien le contact avec les autres, vous aimez bien parler. Ça, pour vous, c'est pas un problème. Vous, l'objectif, c'est d'être structuré, d'aller droit au but et de ne pas entrer dans cette expression que j'aime bien, c'est de longs tunnels, des tunnels dans lesquels vous pouvez vous-même vous perdre. Mais effectivement, c'est un effort de sobriété que vous avez à faire. Un effort de sobriété, c'est vraiment de travailler, vous, la structure. C'est qu'est-ce que je veux dire et de structurer votre propos. Identifier, si vous avez 3 minutes, par exemple, j'identifie 1, 2, peut-être 3 idées maximum et je m'en tiens à ces idées et faites un effort. J'aime bien l'image de l'arbre. L'arbre, eh bien, vous avez, vous, un arbre qui est très foisonnant, avec beaucoup de branches, beaucoup de feuillages, des fruits sans doute. Donc, c'est très foisonnant, c'est très riche, c'est très beau. Mais l'effort de synthèse, c'est juste de dire, si je devais tout élaguer, je garde 3 branches, lesquelles je garde. Pour que ces 3 branches, eh bien, elles ne sortent pas de l'esprit de mon auditoire. Concentrez-vous là-dessus, structurez en faisant un plan. Alors, le plan, ça peut être très basique, très scolaire. A, B, C. Et vous suivez, c'est comme le squelette de votre prise de parole, vous suivez cette structure. Je sais, en fait, quand vous prenez la parole, imaginez-vous comme un guide de haute montagne.
Vous emmenez quelqu'un d'un point A à un point B. Votre objectif, c'est de le ramener à bon port. Après lui avoir fait visiter tel col, telle auberge et tel petit point d'eau, par exemple. Mais c'est votre responsabilité de guide, c'est de conduire la personne en sécurité. C'est-à-dire que vous, en tant que guide, vous savez où vous allez. Si vous ne savez pas où vous allez, si vous partez comme ça, le doigt au vent en disant bah on y va, puis on verra bien où on arrive, votre public va le sentir. Et il va se sentir pas en sécurité. Et évidemment, la plupart du temps, vous risquez de vous perdre. Donc, pour cela, la question que vous posez avant de prendre la parole, c'est qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi le point avec lequel je veux qu'il reparte? Qu'est-ce que je veux dire? Et concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous sur une structure sobre. Voilà. Donc, vous, c'est un effort d'élagage que vous avez à faire. Et il y a un exercice qui est très bon aussi, si vous voulez pas une structure assez classique, c'est la carte mentale. La carte mentale, pour ceux qui sont bons en visualisation, vous imaginez que, voilà, si vous avez un entretien à faire avec quelqu'un, il y a 3 messages. Vous avez 3 messages à lui faire passer. Eh bien, vous déposez symboliquement, vous prenez votre maison, hein, là où votre appartement, et vous déposez dans chaque pièce importante, vous déposez un message dans chaque pièce. C'est-à-dire, vous savez qu'en rentrant chez vous, vous allez d'abord rentrer dans la cuisine pour vous servir un verre d'eau. Et dans la cuisine, sur l'évier, là, vous avez déposé votre premier message. Ensuite, ce verre d'eau, vous allez dans le salon, vous mettez sur votre canapé chéri. Et sur le canapé, vous avez déposé votre deuxième message. Et puis, pour terminer, après ça, vous allez aller prendre une douche. Et vous avez, dans la douche, vous avez déposé votre troisième message. Donc, c'est une autre façon d'avoir sa structure mentale. Vous savez que votre prise de parole, il y aura 3 points et que vous devez passer par la cuisine, vous allez au salon et vous allez dans la douche, prendre une douche. Et ainsi, vous avez votre cheminement, vous êtes sûr de ne louper aucun point. C'est une carte mentale. Voilà, il y a plusieurs façons d'organiser en fait sa structure si vous n'avez pas de notes sous les yeux, mais c'est une technique qui fonctionne assez bien. Est-ce que j'ai répondu, Sandra, à votre question? Oui, merci beaucoup. C'est très clair. Alors moi, j'ai une petite tendance, Sandra, je pourrais aussi, moi, rentrer dans des grands tunnels comme ça, parce que j'adore parler aussi. Donc, je suis très sensible à ce que vous dites. L'exercice, la carte mentale. Ouais, le petit exercice, là, la carte mentale avec la visualisation, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et tout à l'heure, vous parliez d'exercices d'entraînement également. Donc, est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'entraînement pour prendre la parole plus facilement? Est-ce qu'il faut s'entraîner devant une glace avec son discours? Est-ce qu'il faut apprendre les premières phrases pour se lancer? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des petits tips comme ça, des petites astuces? Bien sûr, il y en a plein. Alors, l'entraînement, c'est déjà, moi, je vous propose des choses, ce sont des outils. Vous prenez pas, vous testez. Ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour vous. C'est important n'oubliez pas d'être dans le jeu et dans la dimension en fait, je vais m'amuser à écouter ce que ça fait. Je vais m'amuser à tester des choses. Je vais m'amuser avec mes amis. Voilà. Déjà, vraiment, dans la dimension psychologiquement, je voudrais que vous rentriez dans cette démarche avec un esprit assez enfantin, de découvrir quelque chose, de vous dire, OK, tout ce que j'ai appris, c'est pas efficace. Et je comprends pourquoi j'ai ces réticences ou ces difficultés. Et c'est OK, c'est pas grave. Maintenant, avec un esprit curieux d'un enfant qui s'amuse en découvrant quelque chose, d'y aller. Alors, dans un premier temps, prendre la parole devant une glace, c'est pas forcément... attention que ça ne vienne pas chaque fois renforcer votre croyance que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est tout. Parce que, en règle générale, nous n'aimons pas nous entendre et nous n'aimons pas nous voir. Bon, ça vient d'une certaine éducation. Nous avons trop peu de temps pour refaire cette éducation, mais voilà, la bienveillance, elle commence déjà par le regard que je me donne, parce que la prise de parole, c'est comment je me parle, c'est-à-dire tous ces petits diables à l'intérieur là, on a qui nous disent non, tu vas être ridicule, tu vas prendre des risques, t'es pas à la hauteur, mais non, t'es pas à ta place, t'es pas légitime à prendre la parole sur ce sujet. Voilà, tout ça, tout ce qu'on connaît, les petits diables intérieurs. Donc c'est déjà comment je me parle avant de savoir comment je vais parler aux autres. Alors sur les exercices,
Moi, ce qui me semble intéressant, juste déjà pour se reconnecter à la musicalité de la parole, c'est de lire à voix haute. Mais de lire à voix haute juste pour vous. Prenez un texte, n'importe lequel, et amusez-vous à lire à voix haute. Quand vous lisez à voix basse, vous lisez rapidement, hein, vous lisez en mitrailleuse. En revanche, quand vous lisez à voix haute, vous devez respecter la ponctuation. Et la ponctuation, dans la langue française, elle a un vrai rôle. Elle a un rôle d'apporter justement ce souffle. Une virgule, c'est 1 seconde de silence. Un point, c'est 2 secondes de silence. Amusez-vous à lire une page en observant le silence que vous demande la ponctuation. Et ça va vous... Normalement, ça va vous plaire parce que vous allez voir cette musicalité, vous allez voir pourquoi le silence est important. Pourquoi est-ce que je vais m'efforcer, parce que c'est agréable, de faire silence entre mes phrases. Et en faisant silence, je respire. Quand je fais silence, je respire. Et quand je respire, je m'aide. Et quand je respire, je fais respirer mon public. Celui qui est en face de moi, ça lui fait une pause dans son cerveau. C'est de vous considérer, quand vous prenez la parole, je vous l'ai proposé tout à l'heure, considérez-vous comme un guide qui emmène quelqu'un en balade, mais considérez-vous aussi, et je m'adresse à vous qui êtes des spécialistes du soin à l'autre, considérez-vous comme quelqu'un qui prend soin du cerveau de l'autre. Parce que dans notre société, le cerveau est malmené, il est sursollicité en permanence par des informations, les notifications de nos ordinateurs, de nos portables, n'en parlons pas. Donc c'est comme si vous aviez un petit gars à côté de vous qui est en permanence en train de vous faire « t'es là, t'es là, t'es là ». Imaginez que votre cerveau, il est en permanence excité comme ça. Tac, tac, on vient le chercher. Donc quand vous prenez la parole devant quelqu'un, dites-vous que vous prenez devant la parole devant quelqu'un qui a un cerveau qui est malmené, qui est en souffrance. Donc vous, votre rôle, c'est de prendre soin de ce cerveau. Prendre soin de ce cerveau, c'est justement faire ce travail de synthèse. Je ne vais pas trop t'en donner. Je ne vais pas trop te donner comme d'informations. Je ne vais pas trop te donner d'émotions parce que je sais que tu es déjà surchargé. Donc ce travail d'élagage. Et ensuite, de répétition, si vous voulez que votre message soit retenu, n'hésitez pas à répéter ce que vous avez à dire. Faites cet effort de répétition pour l'autre, comme ça vous êtes au moins assuré qu'il reparte avec votre message. Sachez que, là je vais vous parler pendant 1 heure, vous allez retenir à peu près 10% de ce que je vous ai dit. Je le sais, c'est comme ça. Je pourrais être très frustré, mais je le sais, c'est les stats. Donc quand vous parlez à quelqu'un, c'est 7 à 10% de ce que vous dites qui est retenu. Humilité, ne cherchez pas à en dire trop, ça sert à rien, et n'hésitez pas à répéter ce qui est important. D'accord ? Je me comporte comme quelqu'un qui prend soin du cerveau de l'autre. Je fais des silences après mes messages, après mes phrases. J'en profite pour respirer, parce que quand je respire, je permets à l'autre de respirer. Et ça lui fait une micro-pause. D'accord ? Et là, vous allez, en espaçant comme ça vos arguments, eh bien vous allez les mettre en valeur. C'est comme si vous les mettiez sur un bel écrin, un diamant sur un bel écrin. Si vous avez un diamant sur un écrin, vous le voyez. Si vous avez un diamant mélangé avec des rubis et des turquoises, on identifie mal qui est qui. Alors c'est apparemment très beau, ça donne envie, mais on ne saura pas vraiment où est le diamant, on ne saura pas où est la turquoise, on ne saura pas où est le rubis. Voilà, laissez de la place à chacun de vos arguments. Comme technique, ensuite, c'est de s'entraîner. S'entraîner en commençant petit à petit. Chaque fois que vous avez une occasion de prendre la parole, aidez-vous en sachant comment vous allez commencer. Moi, toutes mes plaidoiries, je connais par cœur ma première phrase. Ça ne veut pas dire que si les circonstances d'audience me permettent d'improviser un autre démarrage, je ne le ferai pas. Mais en tous les cas, je sais comment je vais commencer. Ma première phrase, je la connais par cœur. Et je connais par cœur ma structure. Mon grand A, grand B, grand C, moi, ma carte mentale, c'est un jardin japonais. Donc, je dépose à chaque endroit du jardin japonais l'hôtel des ancêtres, j'ai ma première partie, et ainsi de suite. Et je sors du jardin
avec ma phrase finale que je connais de la même manière par cœur. Au moins, j'ai ces jalons dans ma prise, dans ma plaidoirie. J'ai ces jalons, je sais comment je commence, je sais par où je passe et je sais comment je finis. Donc je commence fort, je termine fort. Et au milieu, c'est comme les barreaux d'une échelle. Je sais que je monte. Après le premier barreau, j'ai celui-là. Et si jamais j'en loupe un, eh ben, j'ai toujours un barreau sur lequel me raccrocher. D'accord? Donc oui, vous avez raison. Structurer son discours et apprendre par cœur ses points de passage, c'est important. Et le reste, c'est nourri de votre créativité et de votre improvisation. Comme entraînement, voilà. Après, je dirais que c'est comme technique. Moi, ce que je préconise, c'est de bien se préparer. Et bien se préparer, je vais répondre à la question de Cécile en même temps, parce que bien se préparer en amont, pour moi, la préparation, c'est 80%. C'est 80% de la prise de parole. Plus vous vous préparez, meilleur vous serez. Ceux qui croient, je ne sais pas si comme moi, vous aimez par exemple des garçons comme Edouard Baird, Fabrice Lucchini, même Barack Obama, hein, mais ce sont des garçons qui travaillent énormément. Rien n'est laissé au hasard. Edouard Baird, que je connais un peu plus que les autres, Edouard Baird, il connaît par cœur des centaines d'extraits de pièces de théâtre, de poésie, de couplets, de refrains de chansons. Il connaît par cœur, c'est comme un musicien de jazz, il a en lui des sets tout prêts qu'il peut assembler ensuite en improvisation en fonction de ce qu'il ressent et de ce qui lui est proposé autour de lui. Barack Obama, ses discours, ils sont millimétrés. Il sait à quel moment il va faire une blague, il sait à qui il va adresser sa blague dans l'auditoire. Tout ça, c'est calculé, préparé. Alors, ils ont l'air très à l'aise, ils le sont, mais parce qu'ils ont beaucoup travaillé en amont. La préparation, c'est 80% du chemin, je vous l'ai dit, et ça passe par je fais silence. Avant d'ouvrir la bouche, je la ferme. Je fais silence, je m'interroge. Pourquoi est-ce que ce moment est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai à dire? Quel est mon message vraiment important? Avec quoi je veux que l'autre reparte? Ça, c'est le questionnement. Et en quoi moi j'ai quelque chose d'unique, d'authentique, qui peut éclairer ce sujet et qui va être intéressant pour l'autre? Voilà. En partageant de mon expérience, en quoi je vais être éclairant pour l'autre? Ça, c'est la première partie, c'est la partie où vous travaillez votre conviction et vous travaillez à nourrir votre message. Et puis ensuite, comment je me prépare physiquement et mentalement. Donc là, moi, mes techniques, avant chaque plaidoirie, j'ai plaidé encore hier, je fais toujours les mêmes protocoles. Le client le sait, je ne vous parle pas, monsieur, je ne vais pas vous parler. Avant de plaider, je ne vous parle pas. Moi, je me disperse pas. Mon énergie, elle est concentrée sur ma mission. Et donc, je me mets dans un coin et je fais un premier exercice qui est un exercice de centration. Dans un premier temps, je me pose sur une chaise et je fais un body scan, c'est-à-dire je porte mon attention sur toutes les sensations du corps. Et comme ça me permet de ne pas être dans le mental, de ne pas être dans trop la pression ou l'enjeu de la plaidoirie. Je reviens dans le corps. Donc, une technique de centration, c'est une méditation en fait, hein. Chacun ensuite a ses techniques de méditation. Méditation, ça peut faire un peu New Age. Je voudrais pas effrayer les gens. Je ne suis pas un gourou, je suis pas dans une secte. Mais moi, j'aime bien ces moments de calme en fait, où j'arrête l'agitation du mental et je redescends dans le corps. Donc ça, c'est ma première technique. Et ensuite, une fois que je suis calme et apaisé, j'enclenche une technique de respiration. Alors la cohérence cardiaque, c'est celle qui est la plus pratique. Peut-être que Sandra, vous pourrez partager d'autres techniques avec nous, mais la cohérence cardiaque, c'est j'inspire sur un temps, 5 secondes par exemple, je bloque, et j'expire sur le même temps. Voilà. Et en faisant ça 5, 6, 7 fois déjà, vous allez voir comme, bizarrement, tout le stress et toute la tension redescendent. Voilà. Et ça vous permet de travailler votre souffle, de détendre le diaphragme, d'ouvrir la cage thoracique et donc d'avoir une voix qui va beaucoup plus vous correspondre quand vous allez prendre la parole. De ne pas être trop dans les aigus. Hein, souvent, moi j'ai des femmes qui me disent qu'elles n'aiment pas leur voix, qu'on leur dise que leur voix est trop aiguë. Bon, alors, il y a une raison physiologique à ça, hein, vos cordes vocales sont plus fines que celles des hommes. Et il y a même une raison historique à ça, mais
Si on a le temps, je pourrais vous le partager. Mais en tous les cas, travailler sa voix, c'est travailler son souffle. C'est la colonne d'air qui traverse votre cage thoracique et vos cordes vocales. Plus vous allez être ample et détendu à cet endroit-là, plus votre voix va correspondre à votre intériorité. D'accord? Donc voilà, moi, c'est la préparation, c'est ça, c'est que j'ai bien préparé ma structure. Où est-ce que je veux aller? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est quoi le fil rouge? Et puis ensuite, je me détends et je me concentre en visualisant ma première phrase, l'énergie que je veux mettre dedans. Et une fois que c'est à moi, j'y vais et je commence. Voilà, je me laisse pas distraire. Voilà, c'est ma façon de faire, et beaucoup de respiration pendant la plaidoirie. Je m'arrête, je refais un silence, je reprends ma respiration et c'est OK en fait. J'ai pas peur de paraître ridicule en respirant, tout simplement. Voilà, donc Cécile, les types d'exercices, eh bien, vous avez beaucoup d'applications. Je pourrais vous en partager, j'enverrai les liens à Nathalie. Vous avez Respirelax, qui est très bien. Respirelax, qui est un outil qui a été fait par des sophrologues qui vous propose la cohérence cardiaque. Vous avez sur YouTube, vous avez plein de techniques de respiration différentes. Regardez celles qui commençaient humblement et simplement. Je vous préviens tout de suite, ceux qui ne sont pas habitués, au début, c'est rébarbatif. On n'a pas envie d'y aller. C'est comme si c'était une plongée dans l'intime. Et on se dit, non, mais je vais y arriver autrement. Essayez, et puis, voilà, vous verrez juste déjà le bienfait que ça apporte. J'ajouterais juste que souvent, il y a des techniques de yoga qui aident d'ailleurs à tout ça, un petit peu à travailler sa respiration. C'est parfois plus accessible de le faire avec quelqu'un ou dans ces organisations. Le yoga, le pilate, en fait, tout ce qui fait alliance entre le corps, c'est-à-dire je détends mon corps musculairement, puisque n'oubliez pas que votre instrument de musique, c'est votre corps. C'est quand même... c'est avec votre corps que vous allez passer votre existence et c'est lui qui vous sert à prendre la parole. C'est votre instrument de musique. Un musicien, il lui viendrait pas à l'idée de maltraiter son corps, de ne pas l'accorder, son instrument, pardon. Mais nous, humains, enfin, qui ne sommes pas des musiciens, on porte une attention relative au corps. Qu'est-ce que je bois avant de prendre la parole? Si je mets 7 cafés dans la machine avant de prendre la parole, a priori, il y a des risques que je sois un petit peu excité ou anxieux. C'est pas illogique. Voilà. Si je fais un gros repas avant de prendre la parole, comme ça m'arrivait quand j'étais jeune avocat, c'est pas étonnant que la phase de digestion m'enlève de la vitalité et de l'énergie, par exemple. Moi, maintenant, je ne mange pas avant de prendre la parole. Jamais. Parce que je suis dans un état de présence et de vitalité qui me donne beaucoup d'énergie. En revanche, si je suis en phase digestive, eh ben, physiologiquement, je suis moins bien. Je suis voyez, je rame. Donc voilà, c'est important de porter cette attention sur le corps. Et le corps, c'est le yoga et le pilate, c'est bien pour détendre musculairement, pour détendre le diaphragme. Et effectivement, ce sont des activités qui font aussi respirer en même temps. Dis-moi, Rodolphe, une question, alors non pas pour préparer sa prise de parole, mais pendant qu'on est en parole. Donc, on est face à une assemblée qui n'est pas forcément bienveillante, sans être pour autant malveillante, mais pas forcément intéressée. On peut imaginer peut-être un enseignant devant une classe qui s'endort. On l'a tous vécu aussi peut-être en comité de direction ou en tant que communicant quand on veut présenter un projet, qu'on a une grande assemblée et qu'il y en a une partie qui bâille. Et parfois, on focalise là-dessus, on ne voit plus que ça et on a du mal à se concentrer sur finalement ce qu'on voulait, le projet pour lequel on était venu. Est-ce que là, tu peux nous donner des conseils pour revenir sur l'essentiel? Alors, ça arrive très fréquemment et merci pour cette question parce qu'elle est pertinente, je pense, quel que soit l'auditoire. La première chose que je voudrais vraiment vous partager, c'est que la prise de parole, c'est en permanence un aller-retour entre votre public. C'est pour ça que le regard est très important. Vous entendez parler du regard dans les prises. Oui, c'est pour ça, parce que vous êtes là pour quelqu'un. Vous prenez la parole devant quelqu'un, vous êtes là pour cette personne. Donc le regard, engagez le regard de l'autre, c'est important. Allez chercher chacun du regard. Déjà, si vous allez chercher chacun du regard, il y a relativement peu de chances qu'il vous échappe. C'est quelqu'un, généralement, qui n'est pas regardé. Il peut devenir votre ennemi parce que justement, il n'est pas arrosé. C'est comme une plante pas arrosée, elle va dessécher. Et en tous les cas, il peut vous échapper en termes d'attention. Alors que si vous allez chercher quelqu'un du regard,
Vous exigez sa présence parce que vous lui dites, je suis là pour toi, mais en retour, tu es là pour moi. Et moi, j'ai des magistrats, et ça m'est arrivé le nombre de fois où j'avais des magistrats, quand vous en avez 7 face à vous, vous en avez toujours un ou deux qui sont ma gueule lui revient pas, la cause que je défends lui revient pas, je suis un homme, il déteste les hommes, bon, peu importe. En attendant, c'est en allant chercher cette personne simplement en la regardant, sans provocation, mais en la regardant vraiment, il y a quelque chose qui se passe et je sens qu'il y a un attendrissement quand même. Il y a un attendrissement parce que, voilà, il y a une relation humaine qui est engagée. Le regard est très important pour capter l'attention et pour la garder. Ensuite, quand je parle de ce chemin entre le public et vous, c'est un aller-retour permanent. Ça veut dire, je fais attention à mon public, je regarde son état, effectivement, de concentration, d'agitation, mais je m'écoute aussi. Je reviens à moi en permanence. Je reviens à moi, c'est je reviens à dans quel état je suis, dans quelle énergie je suis, dans quelle motivation je suis. Est-ce que je suis en train de perdre en conviction? Je reviens à moi pour voilà, me reprendre une respire, revenir bien à ce que j'ai à dire. OK, où est-ce que j'en suis? Commencer en ce moment. Donc, c'est toujours cet aller-retour entre le public et vous. Ensuite, dites-vous bien que le signal qui est envoyé par le public ne correspond pas toujours à un jugement qui porte sur vous. Une personne qui a un visage maussade, qui est renfrogné, c'est peut-être simplement parce qu'il s'est fait plaquer il y a quelques heures, parce qu'il a mal dormi, parce que juste il est comme ça. C'est pas forcément contre vous. Et c'est à ce moment-là que je voudrais vous partager une stat. D'après vous, quel est le pourcentage sur un public moyen, une assemblée moyenne, quel est le pourcentage du public qui vous veut du bien, qui est bienveillant? Ce mot très à la mode de bienveillance. Un pourcentage, comme ça, allez-y. Je vous propose de le mettre dans le chat, si vous voulez. Allez, Spontanément, spontanément, moi je vais mettre 80. 80%, j'ai là, d'accord? 20%, j'ai entendu. 70, 80. Ouais. OK. Bon, c'est bien, vous êtes 50%, interlude, c'est Nathalie. C'est 82%, c'est des Suédois qui ont fait ces études. C'est 82% du public qui vous veut du bien. Il vous veut du bien, donc ça c'est important, si ça peut vous permettre juste de changer déjà votre regard sur le public. Il vous veut du bien parce qu'il a envie de passer un bon moment. Quand vous parlez à quelqu'un, il a envie de passer un bon moment. Quand vous parlez à quelqu'un, il est en mode spectateur. Quand vous êtes au cinéma, vous posez, vous êtes avec votre paquet de popcorn, vous avez envie de passer un bon moment. C'est la même chose pour quelqu'un qui vient vous écouter. Alors à l'école, ils sont forcés, forcément. Il y a 2 auditoires. Il y a celui qui est volontaire, spontané, qui vient, et puis il y a l'auditoire forcé. L'école, c'est un enjeu particulier parce qu'ils sont obligés d'être là, les pauvres. Voilà. Donc ça, c'est plus compliqué. Mais en règle générale, dites-vous bien que le public vous veut du bien. Il a envie de passer un bon moment. Il a envie que ça se passe bien, donc pour vous. Parce que si vous souffrez, il souffre. Neurones de miroir, en neurosciences, on nous dit qu'on a des neurones de miroir. Neurones de miroir, ça veut dire que si je suis stressé, je peux vous dire que je suis heureux? Non. Si je suis stressé, vous allez sentir que je suis stressé. Et ça va vous mettre dans un état de stress pas agréable pour vous. Donc, vous avez envie que ça se passe bien, le public a envie que ça se passe bien. Ça, c'est la première information. Donc, comment je fais en sorte, quand j'ai un public qui est un peu hostile, eh bien, je vais le chercher avec le regard. Je peux aussi utiliser de silence. Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, un bon maître ou une bonne maîtresse, quand la classe commence à s'agiter, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Il se tait et naturellement, le silence est un buvard. C'est un buvard d'attention, c'est un buvard de parasites. Le silence aussi ramène l'attention. Donc, si vous commencez votre prise de parole, par exemple, essayez, faites ce petit jeu, vous allez voir, c'est très drôle. Moi, je commence chacune de mes plaidoiries par à minima 5 secondes de silence. Quand c'est à moi, je ne prends pas la parole tout de suite. Et je le vois systématiquement, les visages qui sont comme ça, peut-être sur les dossiers en train d'écrire, les visages se lèvent comme ça et se tournent vers moi. J'ai créé un effet d'attente. Voilà, j'ai créé un effet d'attente, de suspense. Bon, il vaut mieux assurer ensuite sur la phrase que vous prononcez, mais j'ai créé un effet d'attente. Et ça, c'est chouette. Donc, de temps en temps, dites-vous, tiens, allez, je suis lancé, je suis bien, je sens que ça commence à se disperser un peu. Vous refaites un silence. Un silence, vous prenez votre respiration, vous faites un sourire, mais un silence. Et comme ça, vous allez recapter les cerveaux vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fit silence? Hop, 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 hop. D'accord? C'est une technique très simple, mais très efficace.
Ensuite, vous avez les outils qui sont plus de rhétorique. Pour susciter, capter l'attention, il faut être un peu dissonant. Donc, vous pouvez casser le rythme. Casser le rythme, c'est si vous êtes assis, d'un coup, vous allez vous lever. Vous allez vous lever, vous allez vous asseoir comme ça sur le coin de la table. Ou si vous êtes debout, vous proposez, vous prenez la chaise, vous la mettez, vous mettez en cavalier dessus. C'est de casser le rythme. Casser le rythme, c'est aussi une phrase qui est inattendue. Vous pouvez commencer vos prises de parole, par exemple, au lieu de dire bonjour, je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler de ce sujet très important. Vous pouvez commencer en disant 82%. 82%. C'est le taux d'un public qui vous veut du bien lorsque vous commencez à prendre la parole. Je vous la fais caricaturale. Mais là, au moins, vous avez commencé de manière un peu dissonante. Vous proposez un chiffre, une stat, peut-être une citation. Voilà, ça c'est une façon de capter l'attention. Les latins disaient de capter la bienveillance de votre auditoire en commençant de manière originale. Et de la même manière, essayez de nourrir vos prises de parole de temps en temps de formes rhétoriques qui vont recapter l'attention. Par exemple, posez une question à votre public. Comme je l'ai fait tout à l'heure en vous demandant, d'après vous, quel est le pourcentage? Vous posez une question à votre public. Vous laissez juste le temps quand même de répondre mentalement, qu'ils répondent mentalement, mais vous ne leur laissez pas le temps de vous répondre physiquement parce que ça peut vous gêner. Vous posez une question ou vous les interpellez. Combien d'entre vous n'ont pas connu cette nostalgie des vacances, le jour de la rentrée? Voilà, des questions comme ça qui peuvent permettre de partager une expérience. Voilà, vous interpellez votre public, vous le remobilisez. L'objectif, en sachant que le cerveau, il est sursollicité, il a une capacité d'attention qui est très faible, c'est comment je vais rechercher son attention. Poser des questions, c'est une très bonne chose. Et puis, dans l'espace aussi, casser les codes, casser les rythmes. Ai-je répondu à votre question, ma chère Nathalie? Tout à fait, Rodolphe. Écoute, ça donne presque envie de faire l'exercice rapidement, tellement quand t'en parles, ça a l'air d'être un jeu. Effectivement, j'aime bien cette façon dont tu l'expliques, et je pense que, en tout cas, me concernant, un des premiers leviers, ça va être celui-là, de se remettre en mode jeu plutôt, pour effectivement avoir un modèle de pensée peut-être un peu différent. Parce que malgré tout, c'est vrai que souvent, on a beau se préparer, au moment où on prend la parole, ou à un moment donné dans cette prise de parole, il arrive que le stress surgisse, et finalement, c'est là où c'est parfois difficile de surmonter. Mais j'ai entendu les exercices de respiration, prendre le temps, couper. Donc c'est tout à fait intéressant, parce que c'est des conseils pratiques. Qu'on peut chacun alors quasiment se faire une petite liste et les avoir sous les yeux pour qu'au moment où ça arrive, on puisse se rappeler en fait qu'il y a des petites échappatoires et il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre déjà pour reprendre un peu le contrôle. Exactement, et pour compléter même, pour être un peu plus précis avec vous sur mon protocole, les Américains font quelque chose, j'avais discuté avec des locuteurs américains, avant de monter sur scène, des conférenciers américains, avant de monter sur scène, ils sont comme ça et ils se disent « I'm excited ». I'm excited. Et vous voyez, dans le « I'm excited », ça fait naturellement sourire. Donc en fait, au lieu de se dire ce que nous, on va faire quand on va prendre la parole, « Putain, il faut que j'assure, la pression, ok ». Et le petit diable qui vous dit « Non, mais laisse tomber, t'es nul, t'es pas légitime, casse-toi, qu'est-ce que tu fous là ?» Ça, c'est une autre façon de se parler. On a bien compris qu'elle n'est pas très aidante, celle-là. En revanche, eux, c'est du boost de « I'm excited », c'est mon moment, je suis enthousiaste. Alors en français, c'est « je suis enthousiaste »,« je suis excité », c'est un peu plus compliqué, mais trouvez la façon de vous parler qui soit motivante, comme vous parleriez à votre enfant s'il doit aller faire sa première prise de parole sur scène, j'en sais rien, Comment est-ce que vous l'encourageriez, votre enfant ou votre neveu, votre nièce? Vous lui diriez quoi? T'es nul, de toute façon tu vas pas y arriver? Ou vous lui diriez allez mon chéri, c'est super, tu t'es préparé, c'est à toi, t'as 4 minutes, vas-y, j'ai confiance en toi, de toute façon c'est canon. Voilà. Et c'est de se parler comme ça. Juste de se parler, moi je me dis juste, voilà, maintenant c'est à moi, c'est mon moment,
j'ai de la chance d'être là, j'ai quelqu'un qui me fait confiance, donc yes, je suis excité et je souris. Et c'est bête, mais je vais vous expliquer pourquoi. Physiologiquement, le sourire, vous êtes d'accord que le sourire, c'est normalement la conséquence physique d'une mimique faciale, qui est la conséquence d'une émotion qui est la joie. Quand vous êtes joyeux, vous souriez. C'est la conséquence, le cerveau sait, il est joyeux, émotion, hop, on a le sourire. Mais ça marche dans l'autre sens. Si vous souriez, alors vous n'êtes pas du tout heureux, ça va être le moment de prendre la parole, vous n'êtes pas heureux, mais vous forcez, vous hackez votre cerveau. Vous souriez avant, en fait, le cerveau, là, c'est là où vous lui jouez un tour, parce que vous lui envoyez le signal que je suis heureux, donc lui, là-haut, il se dit, ah ben merde, alors attends, désolé, j'ai mélangé mes fiches, en fait, on est heureux. Ok, cool. Donc, ça marche dans l'autre sens. Et ça, c'est un guide de haute montagne qui m'avait donné cette technique, parce que je faisais beaucoup de marches comme ça. Et puis, certaines fois, au bout de 8 heures de marche, je me disais, mais pourquoi je suis là, en fait? Pourquoi je m'inflige ça? Je suis épuisé. Et il se retourne, et puis il me regarde, il me dit, souris. Je dis, non, j'ai pas envie. Souris. Je souris, et là, magie, effectivement, je me suis senti beaucoup mieux. Et il me dit, tu souris, Je me retourne, tu souris. Et j'ai souri pendant 5 minutes, mais ça m'a reboosté. En fait, j'étais bien. Donc, ça marche vraiment de sourire. C'est un hacker. Alors, c'est un hacker de votre cerveau et c'est un hacker du cerveau de l'autre. Vous le savez, on vous le dit quand vous êtes au téléphone, souriez, ça s'entend. Quand vous souriez à quelqu'un, vous hackez directement son cerveau. Et ça, c'est une autre technique qui est assez efficace. Merci. C'est important de finir sur le sourire. Alors, j'en profite juste pour dire que tu es formateur professionnel, Rodolphe. Donc, s'il y a des personnes qui veulent maintenant s'initier à la prise de parole en public un petit peu plus en profondeur, ils peuvent effectivement t'appeler. Je transmettrai les coordonnées avec grand plaisir. J'en profite. Alors moi, j'ai noté quelques tips très utiles, notamment la carte mentale, l'esprit enfantin, j'en ai parlé. Comment je me parle, et peut-être un peu l'idée sous-jacente, c'est un peu les accords Toltec derrière, de se faire du bien, de se parler positivement. Bien travailler son souffle, prendre soin du cerveau de l'autre, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Et alors ce que je note aussi, c'est que finalement, l'audience ne retiendra que 10% de ce qu'on a transmis. Alors, je vais essayer de remettre mes quelques petites règles que j'ai notées et de vous les partager. Je vous les enverrai par mail. Si d'autres ont pris des notes et que vous souhaitez les partager, n'hésitez pas, on peut se les rééchanger par mail. Et voilà, mais c'était en tout cas très très intéressant, fort utile. Et merci beaucoup pour ce temps précieux et pour ce bon moment passé à apprendre. Merci Rodolphe. Merci à vous tous, merci à vous toutes.